Get Busy saison 4, épisode 11, l'épisode David Ginola, avec évidemment l'inventeur du vinyle auto-reverse, Cher, comment ça va? Très bien. Et puis un invité qu'on ne devrait pas présenter, mais on va le faire quand même. L'arrogance française est ce qui peut arriver de pire à celui qui parle notre langue mais n'habite pas chez nous. On peut parler avec lui, mais on le pense toujours légèrement inférieur, alors quand il s'agit de hip-hop, t'imagines bien que c'est encore pire. Il y a Paris, il y a New York, et le reste... Pourtant, dès les premières secousses du début des années 80, l'onde de choc qui avait fait trembler la Suisse s'est aussi propagée jusqu'en Belgique, touchant notre invité en plein cœur pour lui donner la vocation des platines. Comme dans une BD où des deux côtés de la frontière, on est les mêmes mais avec des couleurs différentes, notre invité a contribué à construire chez lui la même chose que chez nous. La radio, les soirées, les premières productions, la première compilation de Rap Made in Belgique, les médailles de DMC plein de torse, comme Dynasty chez nous, notre invité est un pionnier chez lui. Taux de crédibilité 100%. Pourtant, c'est un succès ludique et surtout très commercial qui va le faire connaître du grand public, mettre son palmarès dans l'eau, mais aussi lui attirer des critiques, pire que quand Lukaku rate une occasion face à la France. Sorti vivant de l'orage, il continue sa carrière depuis maintenant plus de 30 ans à la radio comme à la production. Il pose ses platines dans le monde entier, accumule les sneakers et kiffe toujours Goldorak comme à ses 10 ans. Il était là avant Damso, James Dino et même Starflame. God damn it's hard being the K. Daddy K est l'invité de Get Busy. Merci. Quel honneur, un honneur pour moi d'être là. Vraiment, merci à vous. On va revenir comme d'habitude. Comment tu découvres le hip-hop? Écoute, on est début des années 80, je découvre un clip de Malcolm McLaren, Buffalo Girls, où on voit les Rocksteady Crew, groupe mythique de breakdance, dans le clip. Et je reste comme ça devant ma télé en me disant c'est ça que je veux faire. On voit des mains sur une platine qui scratch. Enfin, on découvre un petit peu toute la culture hip-hop, le graffiti, la danse, le scratch. Un pseudo-rap de Malcolm McLaren. Et je me dis c'est quoi ce truc, ça vient d'où? Je pète un câble totalement. Et après, je découvre avec Sydney, la fameuse émission HIP, HOP. Qu'on captait en Belgique, donc. Voilà, qu'on captait. On avait quand même TF1 en Belgique, hein, on avait aussi l'électricité. En Belgique, on a quand même certains trucs. D'ici, on ne pensait pas. Ouais, je sais, on a beaucoup de chance. Et donc, tous les dimanches après-midi, après Starsky Hutch, on sortait nos cartons et on essayait de reproduire... ce qu'on voyait dans l'émission de Sydney. Et puis au fur et à mesure, on a commencé à comprendre que c'était une culture, que c'était un mouvement qui venait des États-Unis. Et on n'était pas beaucoup à le faire, donc on était peut-être moins de 5. Donc, nous, on est restés là-dedans, et on commençait à s'habiller comme version, voilà, les baskets, les superstars s'enlaçaient, à la Run DMC, toute cette époque-là. Et c'était dur de trouver aussi du matos pour montrer aux gens qu'on était hip-hop. Et donc, moi, je me souviens des premiers voyages que j'avais faits, entre guillemets, clandestins, sans prévenir mes parents. Paris restait quand même la référence. Donc, j'allais chez Ticaret, chez Dan. Et c'était la caverne... d'Alibaba, pour nous, c'était un truc de fou. Il y avait les triple goose, il y avait les chaînes, il y avait les ceintures avec son nom. Enfin, on pétait des câbles. Et donc, j'ai découvert aussi une grande partie de la culture via Stalingrad, via tout ça. Donc, la France, quand même, a joué un énorme rôle pour moi, mis à part les États-Unis, au niveau hip-hop. Puis j'ai rencontré plein de gens. Je me suis fait d'amitié avec plein de gars, comme Angelo, d'IZB et tout ça. Et puis j'ai commencé à faire les championnats de DJ. Non, d'abord j'ai fait les championnats de breakdance, puisque j'étais à fond dans le breakdance. Et quand j'ai eu un petit peu ma claque du break, j'ai commencé à me mettre aux platines et à ne plus jamais m'en défaire. Voilà. C'était quoi la scène rap belge à l'époque, quand ça a commencé à émerger? Tu me dis que vous étiez 5. Il n'y en avait pas du tout au tout début. C'était beaucoup des danseurs, beaucoup de breakdancers, beaucoup de poppers. On se rejoignait à un endroit qui s'appelait la basilique de Kuckelberg, qui était une énorme cathédrale, où le sol était évidemment parfait pour tourner sur la tête. Et on se réunissait là tous les week-ends et
c'est là qu'il y a eu les premiers gros battles entre les quartiers, entre les Arabes, entre les Blacks. Et les Blancs, il n'y en avait pas beaucoup. On veut dire les premières rixes. Voilà. Les Blancs, il n'y en avait pas beaucoup. On était peut-être 4-5, comme je te l'ai dit. Mais on avait un crédit parce qu'on était vraiment très, très fort au sol, tu vois. Donc, on était accepté par toute la communauté, en fait, un petit peu étrangère, entre guillemets, comme elle était représentée en Belgique. Et donc c'était des énormes battles, des soirées à ne plus finir, à s'entraîner, à tourner sur la tête jusqu'à des 2h du matin, tu vois. Donc, trouver une entrée de galerie, une entrée de porte dans un couloir, enfin, partout, on n'arrêtait pas de breaker. Et puis après, j'en ai eu un petit peu marre du break et je suis tombé amoureux des platines en voyant un pote à moi qui s'appelle DJ ICT, qui avait des platines chez lui à la maison. Moi, j'en avais pas du tout, donc j'allais chez lui à Namur, qui était quand même à 1 heure de Bruxelles. J'allais chez lui m'entraîner tous les week-ends aussi. Et donc, de là, j'ai fait mon premier concours de scratch, où je suis arrivé dernier, où le patron de la boîte a pris le micro et il a dit « Toi, tu seras jamais DJ », parce qu'en fait, j'étais déjà venu avec les vrais scratchs de l'époque, quoi. Donc les techniques, les rock-to-bell, et c'était une soirée de mix. Et je mixais pas du tout, tu vois. Donc je suis venu avec les passe-passe, les trucs, et personne dansait. Et donc le patron m'avait dit toi tu seras jamais DJ. Il a pris le micro, il m'a tapé la honte devant tout le monde. Et ce qui est drôle, c'est que cette histoire, j'en ai parlé il y a quelques années dans une émission de télé. Et son fils m'a contacté par Instagram. Et il m'a dit, mon père voulait te dire qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, tu vois. Il m'a dit, il a beaucoup de respect pour ton histoire et ta carrière, et il s'est vraiment trompé ce jour-là. Donc ça, c'était très mignon, et ça faisait un petit peu la boucle est bouclée. Et donc à ce moment-là, je commence à m'occuper de beaucoup de gens qui rappent. Donc on met des phases B, puis T'as des potes qui viennent un peu rapper chez moi à la maison, on a un petit multipiste de 4 pistes, et on commence à faire des petites démos comme ça, tu vois. Moi-même, j'ai commencé à écrire des raps et tout ça avec mes potes. Et puis voilà, et puis il y a eu l'aventure de la première compilation de rap belge, BRC, Bruxelles Rap Convention. Donc où je me suis retrouvé parce que c'était une évidence de s'y retrouver, puisque on était très peu d'acteurs à justement faire ça, quoi. Donc cette compilation, excuse-moi, c'est une compilation la première compilation de rap belge, enfin en français, ouais, qui sort en même temps que la même année que Rap Attitude, qui est la première compilation de rap en France. Exactement. Alors, est-ce qu'il y a des contacts à ce moment-là, ou c'est vraiment deux trucs qui se font séparément? Non, il n'y a aucun contact, et je pense même, parce que tu vois, comme c'est sorti même avant Benny B, tu vois, c'est dans l'année qu'elle est vraiment sortie, mais elle était faite en 89. Donc, je ne sais pas à quelques mois après si elle est sortie avant ou après Rap Attitude, mais je pense que c'était plus ou moins un peu avant. Rap Attitude, c'est sorti le 29 mai 90. Je pense que c'est possible avant, parce que Benny B est sorti en fin 89, et on avait déjà fait la compile depuis longtemps. Donc, puisque c'était un gros problème pour moi, puisque après, bon, évidemment, je me retrouve dans le projet avec Benny et Perfect, donc il y a une audition, il y a une radio qui cherche à faire un titre. Donc moi, je fais partie d'office de la production, puisqu'il voulait le DJ qui scratch, le DJ qui produit, donc le DJ hip-hop. Et donc, il y avait une audition, et donc tous les rappeurs de Bruxelles sont passés. Et au final, ça s'est joué entre des Fidji, qui faisaient partie de la compilation de BRC, et Benny. Et au final, Benny a été pris parce qu'il avait une diction plus claire et qu'il avait une tête pour les producteurs plus sympathiques. Et donc voilà, quoi. Donc, là, en fait, tu es en train de nous expliquer que c'est un groupe qui a été préfabriqué, en fait, quelque part. Préfabriqué, oui et non, parce que dans le sens où Benny, Perfect et moi, on dansait déjà dans la rue, en fait. Tu vois, donc, comme je t'ai dit, on n'était pas très nombreux à être dans le mouvement, donc on se connaissait tous et on dansait vraiment ensemble avant de faire le morceau déjà, tu vois. Donc, et pour la petite histoire, même le « Mais vous êtes faux, oui »,
que j'ai créé avec mes disques d'enfants, et en l'occurrence Capitaine Flamme, puisqu'à l'époque, on n'avait pas de Serato, on n'avait pas d'ordinateur. Donc j'avais pris mes disques de Capitaine Flamme où ça raconte une histoire. Sur la face 1, à un moment, ça dit « Mais vous êtes fous ». Et quelques jours de silence. C'est pour cela que vous allez me suivre. Mais vous êtes fous. Et plus loin, sur la face B, ça dit « Oui ». Y en a-t-il un que nous pouvons approcher facilement? Oh oui, le colonel Sirit, le chef des gardes. J'ai mis les deux ensemble, tu vois. Est-ce que c'était les disques du Petit Ménestrel où quand on entendait la cloche, tu tournais la page? C'est exactement ça, tu vois. Et on connaît les Ça, classiques. t'aurais pu faire partie des bénéfices. Putain, mais grave. Et donc cette gimmick existait déjà. J'ai dit Franck. Cette gimmick existait déjà depuis longtemps avant que je la mette dans le morceau qu'on a sorti. Et donc oui, c'est un peu un hasard que Benny a été choisi parce qu'il n'y avait rien de préconstruit, tu vois. C'était l'idéal. Nous, on était prêts. De toute façon, nous, on était prêts. On dansait à 3. Benny rappait. Moi, j'étais au platine. Je faisais du breakdance. Serge faisait les chorés avec nous. Donc, on était prêts. Sans le savoir, les producteurs, ils avaient déjà quelque chose en main sans le savoir, tu vois. Et les choses se sont construites d'elles-mêmes. Et donc on a fait le morceau et tout. Donc, au départ, c'est une version hip-hop. Faut le savoir, c'était vraiment une version... Je t'arrête juste une seconde avant qu'on aille trop loin, mais juste avant de repasser sur Benny B, on va s'écouter un petit morceau de la compile Bruxelles Rap Convention. Vas-y. Poursuivant mon chemin, j'ai rencontré mon frère qui me dit tiens t'as eu un nouveau revolver. Je lui explique l'histoire qui venait d'arriver. Il me dit t'as eu raison, fallait pas lui laisser. Mais maintenant sais-tu ce que tu vas en faire? Vas-tu garder ce nouveau revolver? Je lui dis bien sûr si je me fais agresser, je serai bien obligé alors de dégainer. Il me dit oh vraiment tu n'as rien compris. Regarde ce calibre et tu risques ta vie. Je lui montre l'arme et dis c'est pas bien dangereux, mais lui n'entendant rien d'un geste il me l'arrache. Il me dit tiens, voilà pour toi, moi je garde ça, tu ne le reverras pas. Tu connais encore les paroles? Écoute, c'est resté, c'est vraiment, c'est pas des classiques en soi pour pas grand monde, mais pour ceux qui faisaient partie du projet, oui. Je me souviens, j'avais fait le beat et à l'époque il n'y avait pas de sampler, il n'y avait pas encore tout ça, donc on avait un loop qu'on aimait bien, on le reproduisait sur un multipiste, 4 temps par 4 temps par 4 temps par 4 temps, mais vas-y, pendant 3 minutes 30, faire un morceau. Donc à chaque fois, c'était les 4 temps qu'on lançait. Puis pour la piste 2, on relançait les 4 temps, donc comme ça, et puis on rajoutait des petits sons par-dessus. C'est vraiment casse-tête. Et je me souviens très bien de Shark, de Julien, qui était... un ami, c'était un Français, d'ailleurs cette compile, elle est franco-belge, hein, parce qu'il y a pas mal de potes français aussi. Et ouais, c'était vraiment, on s'est amusé, on voulait pas spécialement atteindre les radios, on n'attendait rien en retour, tu vois. C'était notre premier disque et on était tous contents de pouvoir dire ou proposer ce qu'on avait envie de faire. En vinyle, c'était un rêve qui devenait réalité pour nous. Donc, il n'y avait aucune attente derrière. Et aujourd'hui, bah oui, c'est la première compile de rap belge et on peut en être fier, quoi. Donc, pour en revenir à la naissance de Benny B, ouais. Donc tu dis que c'était à l'initiative d'une radio. Ouais. Bon, vous connaissiez déjà, donc vous vous êtes retrouvés là. Tout à fait. Quelle a été la part dans la direction artistique de la radio et la vôtre? Ben, écoute, la part de la direction artistique est toute simple. Eux ne savaient pas, ils ne connaissaient pas le hip-hop, ils ne connaissaient pas, ils voulaient juste du rap. Donc ils voulaient juste une chanson de rap. Donc ils ne savaient même pas que ça faisait partie d'un mouvement ou de quoi que ce soit. Pour eux, ils voulaient un Sugar Hill Gang, numéro 2 en français. Donc évidemment, comme on vient de cette culture, donc nous on vient avec nos idées, on vient avec le rap de Benny, existait depuis longtemps puisqu'il le faisait sur une phase B de Public Enemy, tu vois. Et d'ailleurs, dans le texte, c'était très engagé quand même, tu vois, où il parle quand même, il dénonce les mecs qui n'ont pas envie de bouger, qui se plaignent tout le temps, tu vois, les flics qui les contrôlent tout le temps. C'est vrai qu'aujourd'hui, on en oublie un petit peu presque les paroles parce que c'est devenu tellement un morceau populaire et festif, à cause du refrain surtout. Mais quand tu mets le rap de Benny sur un son 100% hip-hop, tu dis, bah ouais, bah en fait, c'est vraiment
le fond de ce qu'il y avait dans le message ou dans ces sons-là de l'époque, quoi, tu vois. Et donc Benny pose son rap. Moi, je fais de la musique avec un pote, Richard Q. On prend un sample de Stetsa Sonic, Tokyo Ronald Jazz et Peter Piper de Rodney MC. Et je fais ma version. Et on fait écouter au producteur, il dit ouais, c'est sympa, mais on voudrait que ça joue en club, ça va jamais jouer en club, tu vois. Et il faut savoir qu'à cette époque-là, on est en Belgique. La Belgique est très connue pour le milieu de la dance, la techno. On est près de la Hollande, on a quand même une bonne réputation clubine, entre guillemets. Et donc là, il y a la touche de Vito qui vient rajouter son grain, son toucher qui est beaucoup plus commercial, qui est beaucoup plus dance. Vito, qui aujourd'hui est Junior Jack, qui est un DJ et un producteur avec des gros hits mondiaux. Et donc, lui, sa spécialité, c'est de faire des tubes dance, quoi. Donc, et on s'inspire de Technotronic, qui à l'époque est numéro 1 dans le monde, qui est belge aussi. Pop de Jam. Pop de Jam. Et d'ailleurs, quand tu écoutes le kick, le snare de Mais vous êtes fous, c'est le même que Pop de Jam. On s'est pas cassé le cul, on a pris les mêmes. Donc, on a fait cette version. J'ai dit, ouais, ok, les gars, c'est cool, mais je voudrais quand même qu'il y ait un peu plus de feeling qui nous représente. Donc, je rajoute la guitare de Shaft, je rajoute des éléments de scratch. Pardon. Et puis voilà, ça fait le morceau qu'on connaît. Et à un moment, donc, il y a la séquence où ça dit « Ladies and gentlemen, DJ dédié, mais vous êtes fous, oh oui », et qui l'accompagne, Benny B. Et le producteur, il dit « Oh, la partie où il y a « mais vous êtes fous, oh oui », là, c'est sympa. Ouais, c'est cool, une fois, ça passe, une fois, c'est cool. Non, il dit « c'est le refrain ». Eh ben, on va se l'écouter, justement. Mais vous êtes fous, oh oui, mais vous êtes fous. Mais vous êtes fous, oh oui, mais vous êtes fous. Merde, quand je vois dans la rue tous ces jeunes qui restent là à ne rien foutre, moi je crie colère. Car tous ces passeurs ne savent pas qu'il reste encore une chance. Sinon n'ont rien à cirer, pour eux ça n'a pas d'importance. Mais je ne suis pas comme eux, je veux me défoncer. Je ferai tout ce que je peux pour que ça puisse marcher. Montrer à tous ces bailleurs que le move est fort. Qu'une fois que c'est parti, tu te sens le plus fort. Mais vous êtes fous, oh oui, mais vous êtes fous. Mais vous êtes fous, oh oui, mais vous êtes fous. Mais vous êtes fous, oh oui, mais vous êtes fous. Mais vous êtes fous, oh oui, mais vous êtes fous. Et vous êtes fous. Voilà. Voilà, donc il propose d'installer le refrain dans toute la chanson. Enfin, d'installer le « mais vous êtes fous », oh oui, dans toute la chanson. Et nous, on lui dit non, on n'est pas d'accord. Et il dit, bon, on essaye, on verra si ça donne. Et en effet, le résultat a donné ce que tout le monde connaît. Et il a eu l'intelligence quelque part de vouloir le mettre dans le refrain, d'utiliser comme refrain. Et avec le recul aujourd'hui, bah oui, c'est vrai que c'est ce qui a fait le succès du morceau, quelque part. Et donc, nous, même si on n'était pas d'accord, au final, on s'est dit, bon, de toute façon, qu'est-ce qu'on a à perdre? On ne penserait pas que ça deviendrait un hit ou quoi que ce soit. On ne s'attendait à rien. Nous, on pense dans la rue, on nous appelle, faites un morceau, on s'amuse. Il faut rajouter une petite phrase, là. Oh, vas-y, on la met, vas-y. Donc, on s'attend à rien, quoi. Est-ce qu'à côté de ça, toi, tu fais d'autres productions en disant, j'ai fait ça pour eux, et puis moi, je continue à taffer avec justement, on continue à bosser sur les rappeurs qui étaient dans Bruxelles Rap Convention. On commence à avoir des petites dates, et c'est à partir de ce moment-là qu'on a signé en France, parce qu'en Belgique, c'est sorti. Ça n'a pas fait grand bruit, le morceau, je te cache pas. Et c'est une radio dans le nord de la France, une radio Métropolis, qui a commencé à le jouer. Tout s'explique. Voilà. Et donc, c'est eux qui ont commencé les premiers à le jouer, à nous appeler, à faire notre premier show dans le nord de la France.
Et il y avait le clip qui tournait un petit peu, mais sans plus. Et quand on a fait notre premier show et qu'on a vu l'impact auprès des gamins et des gamines, parce que nous, on n'est pas connus encore, tu vois. Notre première boîte, notre première discothèque, c'était l'hystérie. Genre, les Beatles sont dans la boîte, quoi. Tu vois, donc, les filles qui crient, enfin, on n'a rien compris, soit. Et donc, on se dit, ah, qu'est-ce qui se passe, tu vois, c'est peut-être juste là, quoi, tu vois. Et donc, après, en Belgique, ça prend pas, les radios ne veulent pas le jouer, personne joue le jeu. C'est bien en Belgique, on attend toujours que ça marche en France pour que ça marche après en Belgique. Ou en tout cas, les médias, ils vont jamais faire un starter d'un artiste belge, ils attendent toujours que ça cartonne en France. On ne sait pas pourquoi. On a encore la preuve avec Angèle, Damso. Il faut d'abord que ça cartonne en France. Et après, c'est fier d'être belge. Mais bon, en attendant, si vous n'êtes pas là, on n'existe pas non plus. Donc, tu vois que tu l'aimes, notre arrogance, finalement. Voilà, finalement, moi, j'adore les Français, hein, faut pas croire. Et pareil avec Plastique Bertrand aussi. Ça, c'est un autre sujet, si tu veux, dans une autre émission. Et donc, pour en revenir donc au morceau, donc nous on s'attendait à rien, puis Énergie, France était intéressé par le morceau. Jacques Martin nous appelle pour faire Dimanche est à vous, ou un truc comme ça, l'émission l'après-midi. Pas incroyable, mais vrai, mais le enfin, soit l'école des fans. Non, mais avant l'école des fans. C'est Le Monde, c'est à vous, un truc, soit. En direct du Théâtre de l'Empire. Voilà, en direct du Théâtre de l'Empire. Et c'est notre première vraie grosse télé, tu vois. Et donc les producteurs, ils nous ramènent des vêtements de skateboard, un casque de skateboard. On leur dit, mais vous faites quoi, tu vois? Oui, ça va être bien pour la télé. Enfin, ils ont essayé de nous construire un look, tu vois. Et j'ai dit non, on a tout. Béni dit on a tout. On danse dans la rue, on a nos vêtements, on a nos inspirations, même si Hammer, Belle Biv Divo, tout. Le seul truc qui nous manque, c'est une bretelle à la salopette. Voilà, exactement. Parfois, elle tombe un peu. Donc ça, c'était le début du boys band. Et donc, laissez-nous faire, faites-nous confiance. Et ils ont dit, ok, vas-y, faites ce que vous voulez. Et donc on fait le morceau au Théâtre de l'Empire. C'est une première, parce qu'ils n'ont jamais vu des gars danser comme ça. Ils n'ont jamais vu un gars faire des ciseaux, enfin le windmill comme certains l'appellent. Ils n'ont jamais vu un gars faire des trucs avec ses doigts sur une platine, un gars qui rappe. Ça a été du jamais vu. Même les caméras n'arrivaient pas à suivre, parce que d'habitude c'est des chanteurs fixes, à part Claude François, tu vois. Je veux dire, d'habitude c'est des chanteurs fixes, donc ils étaient en retard sur certaines positions de chorégraphie et tout, donc c'était vraiment, on a dû répéter pas mal avec les caméras. Et puis le jour du direct, donc Jacques Martin nous fait le buzz, on peut appeler ça le premier buzz, en tout cas pour l'époque, il n'y avait pas Internet. Mais je fais les ciseaux, donc je fais les windmill de Kuriaki, en hommage à Kuriaki de Rock City Crew. Donc c'est un ciseau particulier, on se protège enfin soit. Et donc il se met par terre et ça fait rire toute la France. Est-ce que c'est cette émission-là où il baisse son pantalon et tout ça? Non, de grand n'importe quoi. Non, ça c'était plus tard. D'accord, mais c'était avec vous quand même. C'était avec nous quand même. Ça c'était plus tard qu'on a fait l'école des fans. Tu vois. Et c'est drôle parce que à chaque fois qu'on montre des images d'hommage à Jacques Martin, on montre toujours ce passage où il pète un câble, il enlève sa veste, il défait sa cravate, il met mon bonnet. On montre toujours ces images-là, j'ai jamais compris pourquoi. Et donc il se met par terre et du jour au lendemain, je te promets, on s'attendait à rien, du jour au lendemain, on pouvait plus marcher dans la rue, c'était l'hystérie. L'hystérie totale. Aussi bien en Belgique qu'en France, on n'a rien compris. On n'a rien compris. Ça nous est tombé dessus comme ça du jour au lendemain. C'est quoi le deal que vous avez signé à ce moment-là? C'est que c'était juste un single, si ça marchait, on voyait, ou vous aviez déjà quelque chose sur un peu plus dans le temps? Non, on n'avait rien sur le temps. Franchement, on n'avait rien sur le temps. C'était vraiment un single. Si ça marche, on en fait un deuxième, tu vois. Évidemment, du jour au lendemain, les ventes explosent. C'est combien de ventes, ça, en fait? Je sais que maintenant, au total, on a plus de 1 million. On parle de 45 tours. Hein, en physique, hein, tu vois, pas en streaming, tu vois, pas les
pas les escroqueries de streaming comme aujourd'hui, tu vois. Ou voilà. Et c'était vraiment, les gens voulaient l'objet, voulaient le vinyle, voulaient le CD, voulaient vraiment avoir l'objet. Donc c'est un truc de fou et on comprend pas ce qui nous arrive. On commence à faire toutes les émissions de télé françaises, Sacrée Soirée, Michel Drucker. On nous appelle, je crois, pour les Césars. On fait l'ouverture des Césars. C'est un truc de fou, quoi. Nous, on ne comprend pas ce qui nous tombe dessus. Et en même temps, donc, on est en train de vivre ça. C'est un rêve de gosse qu'on n'imaginait même pas. On fait les premiers Olympias, on fait des zéniths, on tourne partout dans la France. Voilà, bon, et en même temps, tu as le rap underground qui sort aussi. Tu vois, tu as NTM, tu as Solar, bon, qui est un peu moins underground, mais qui est un rappeur à texte, tu vois. Donc, tu as IAM, tu vois. Assassin. Voilà, Assassin. Et voilà, ça commence un petit peu à créer des conflits parce que, bon, ben, pas mal de gens ont découvert le rap à travers nous, et puis se sont dirigés vers d'autres trucs. D'autres ont commencé à comprendre que mais le son, c'est plus hip-hop là, et moins hip-hop là, et l'image est plus crédible là, et moins crédible là. Excuse-moi, parce que là, il faut replacer effectivement ça dans le contexte en France. On arrive à Rap Attitude, en même temps, le rap français est en train de s'affirmer. Ouais. On a un besoin d'être pris au sérieux. Parce qu'on sort justement de l'époque Smurf, Sydney, où on nous a pris pour une mode. Enfin, tu connais tout ça aussi, puisque tu avais des liens avec le noyau dur de la danse et tout ça, des DJ. Ouais. Et c'est vrai que ça, on le prend super mal, quoi, Benny B, parce que pour nous, on essaie de... Je dis nous, c'est tout le mouvement hip-hop de l'époque et derrière les groupes de rap qui essaient de percer. On essaie d'être plus sérieux, d'avoir des messages, d'avoir une musique qui est revendicative, qui est un peu crue. Et ça, c'est un coup de massue, parce que tout ce qu'on essaie d'affirmer, tout ce contre lequel on se bat, vous, quelque part, vous le cautionnez, vous le validez, quoi, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Alors, je comprends, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on te reçoit avec plaisir, parce qu'il y a une injustice par rapport à ta légitimité, de ton vrai amour du hip-hop et tout ça. Mais pour nous, c'était vraiment difficile, quoi. Non, mais je comprends tout à fait. Et je peux même comprendre que c'était peut-être pris comme une trahison, parce que tout le monde savait qu'on venait du hip-hop, tu vois. Et aujourd'hui, en tout cas à l'époque, aujourd'hui c'est peut-être plus acceptable, mais à l'époque, c'était inacceptable, tu vois. C'était une trahison envers le mouvement, la musicalité, tu vois, toute une série de... Moi, je te reprends, mais si tu veux, un succès commercial, Ouais. comme, pas faire de comparaison, mais un Vanilla et souvent un MC Hammer aux États-Unis peut arriver parce qu'à côté de ça, il y a quand même plein de groupes qui ont pu émerger, avoir leur visibilité aussi. Après qu'il y ait un succès commercial qui sorte du lot et tout ça, ça peut s'accepter. Ouais. Mais quand tu n'as pas encore réussi à installer ça, voilà, exactement. déjà qu'on te coupe l'herbe sous les pieds et que tu dis qu'on va jamais arriver à être pris au sérieux, quoi, tu vois. Et ça, je l'ai totalement compris parce que, et c'est bien que tu me dis, que tu fasses la comparaison avec les États-Unis, c'est qu'ici, en Europe et en France et en Belgique, il n'y avait pas encore ce rap underground qui avait émergé. Il était toujours underground. Il était là, dans un coin, tu vois. Et les gens, pour eux, le rap et le hip-hop, c'était Benny B. Et ce qu'on représentait, tu vois. Ça ramenait le hip-hop à quelque chose d'un petit peu pour enfants ou pour jeunes, comme avait pu l'être le Smurf quelques années avant. Voilà, mais comme aux États-Unis, il existait un MC Hammer, un Vanilla Ice, mais à côté, il y avait d'autres trucs, tu vois. Ici, il n'y avait pas. Il y avait que, si tu veux, c'est comme s'il y avait que Vanilla Ice ou MC Hammer et rien d'autre. Tu vois, nous, on était plus dans l'esprit de Jazzy Jeff and the Fresh Prince, du rap drôle, du rap sans se prendre la tête, tu vois, on était plus dans cet esprit-là. Ce petit bémol que je mettrais à ça, par exemple, tu écoutes Jazzy Jeff et Fresh Prince, effectivement, c'est du rap léger, amusant, mais qui sonne hip-hop. Ah oui, non, on est d'accord. Le problème de Benny B, c'est comme tu dis, ça avait une connotation musicale très dense. Exactement. Qui était aussi un peu, tu vois. Mais le truc, c'est que pour jouer en radio, pour passer en discothèque, on est en Europe. On n'est pas aux États-Unis, malheureusement. Il n'y a pas cette culture aussi forte de la soul ou du funk comme là-bas, tu vois. Donc, comme je l'ai dit, au début de notre version, au départ, elle était sur du jazz, donc du Stetsasonic, Tolkien, la jazz, donc que personne n'a calculé, tu vois, parce que quand on a fait le morceau qui était un peu plus techno,
Technotronic, j'ai exigé au producteur de laisser la version hip-hop en face B. B-E-2-N-Y-P. Mon nom à moi c'est Benny B, oui tu l'as deviné. Comme toi je veux la justice, j'essaie de défendre mes droits. Partout où tu vois la foule, c'est qu'on parle de moi. Je descends des quartiers, soi-disant mal fréquentés, où la PJ y passe 3/4 de la journée. Mais j'en ai marre de tout ça, j'en ai marre de cette vie-là. Et pour sortir de cette impasse, je ferai n'importe quoi. Mais vous êtes fous. Oh oui, Mais vous êtes fous. Mais vous êtes fous. oh oui. Mais vous êtes fous. Et je dis comme ça, les radios feront leur choix, ou le public feront leur choix, tu vois. Ils avaient les deux. Malgré tout, ils ont quand même pris la première version. Les gens, si vraiment la version hip-hop aurait plu ou aurait intéressé quelqu'un ou les clubs, ils l'auraient joué, tu vois. Donc voilà, à chaque fois, d'ailleurs, c'était le deal. À chaque fois qu'on faisait un morceau, il fallait que moi je fasse une version vraiment hip-hop, tu vois. Vraiment. En face B, en face C, en face D, m'en bat les couilles, mais je veux dire, je veux ma version hip-hop, tu vois. Et je comprends tout à fait que c'est légitime que le milieu underground se sente un petit peu, trahi, parce que d'un côté, ils savent qu'on vient du hip-hop, ils le voient par l'image. Il y a un champion de breakdance, champion de DMC, Benny rappe quand même pas trop mal. Je veux dire, c'est musicalement. Oui, musicalement, c'est pas 100% hip-hop. L'attitude est peut-être hip-hop, la danse est hip-hop. Toute l'imagerie est hip-hop, mais la musique n'est pas hip-hop. Et comme je l'ai dit, on est en Europe, on est à côté de la Hollande, Technotronic est numéro 1 dans le monde, et voilà, on a fait une version comme ça, sans savoir, quoi, tu vois, et sans savoir que ce serait plus dance, plus hip-hop, moins hip-hop, et sans savoir que ça allait créer la polémique. Évidemment, on est les premiers à, si tu veux, à franchir ce pas entre la rue et les médias. Donc, les médias, ils reçoivent ça. Évidemment, les autres, ils disent, mais c'est pas vraiment ça, tu vois. C'est pas ça qu'on représente. Moi, le hip-hop, ça a toujours été l'état d'esprit peace, unity, love and having fun. Tu vois, au-delà d'une musicalité ou de quoi que ce soit, ou de la danse. Et je pense que c'est ce qu'on représentait. Peace, unity, love and having fun. OK, musicalement, c'était dance, tu vois, mais je veux dire, c'était la mouvance aussi, un petit peu. Il y avait l'eurodance, il y avait tout ça. Bon, évidemment, on était les premiers à le faire. Ça a ouvert des portes, malgré tout, tu vois. Ça a inspiré beaucoup de rappeurs et de grands noms d'aujourd'hui. Et je le sais, et ils me l'ont dit personnellement, parce que j'ai une émission de radio en Belgique. Parce qu'il y a une réalité aussi, c'est qu'il y a plein de gamins qui sont rentrés dans le rap par Benny B. Exactement. Donc, et plein de gamins. Quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense, hein. C'est une réalité. Comme beaucoup rentreront dans le rap après par Mano. Exactement, tu vois. Et des gars comme Soprano, qui écrivait l'album, sa mère qui venait déchirer la feuille, arrête avec ton rap, et il recommençait, il réécrivait toutes les paroles de l'album. C'est ses premiers raps, c'est son inspiration. Orelsan qui fait avec son frère une fancifère d'école qui refait Mais vous êtes fou avec son frère. C'est aussi la naissance pour lui du début du rap, quoi. Et après, même la fille, même Booba, un jour, on était à Forêt Nationale à son concert en backstage. Il a crié quand il m'a vu, il a fait tout le monde se tait. Et il a dit, vous pouvez tous dire ce que vous voulez ici, mais on a tous dansé sur Mais vous êtes faux, oui, tu vois. Et voilà, malgré tout, je veux dire, aussi... C'est gars, tu vas te faire clasher sur Insta, toi. Après, moi, tu sais, les Belges, j'en ai pas dans les clashs, et moi, j'aime tout le monde, et j'ai du respect pour tout le monde, tu vois. En même temps, concrètement, à titre personnel, quand t'es partagé entre deux choses, c'est-à-dire ce succès qui est inattendu, qui est pas... qui vous tombe dessus, comme vous le dites. Oui, exactement. Avec peut-être les bons et les mauvais côtés aussi. Tout à fait. Et en même temps, et puis c'est grisant. Et puis, faut pas oublier une chose, c'est que comme nous tous, c'est des ados encore, quoi, à l'époque. Tout à fait, on est des gamins. Il y a plein de trucs que tu gères pas, il y a plein de trucs. Tout à fait. Et à côté, ce côté quand même déficit de crédibilité, un peu, se sentir un peu rejeté par tes pairs. Comment tu le vécu? Est-ce qu'il y a une schizophrénie à ce moment-là ou pas du tout? C'est venu après ou... Non, il n'y a pas eu de schizophrénie du tout. Tu vois, tout a été tellement vite, le succès a été tellement vite
Du jour au lendemain, on se retrouve en tête d'affiche sans rien demander. Du jour au lendemain, on nous dit tu vas faire le prochain morceau, le clip, vous allez le faire à New York. On n'a jamais été à New York de notre vie. On nous donne 100 000 francs belges pour acheter ce qu'on veut à New York. C'est la première fois qu'on va à New York. On pète des câbles, on est des gamins, quoi. Tu vois, donc... je veux dire, tout va tellement vite. On fait une petite tournée aux États-Unis, au Canada. On fait tous les clips à Las Vegas, à Los Angeles. Tout nous tombe dessus comme ça. Tu vois, nous, on vit un rêve quelque part, tu vois. Donc, après, notre attitude reste toujours la même. Nous, on n'a jamais été plus que jamais hip-hop. Mais musicalement, c'est vrai que voilà, on est resté toujours accessible et fidèle à ce que les gens voulaient avoir et populaire, tu vois. Et donc, à partir de ce moment-là, tout a été vite. Et c'est vrai que tout ce que j'avais construit au niveau crédibilité, au niveau hip-hop, malheureusement, tu vois, c'est retourné contre moi, tu vois. Donc, c'était, ah oui, mais non, dédiqué, maintenant, c'est commercial. Et justement, est-ce que tu ne disais pas, parce que Benny B avait quand même une image de rap un peu pour les enfants, les pré-ados. Oui, tout à fait. Est-ce que tu ne disais pas, on est en train de se mettre dans quelque chose dont ça va être très difficile de sortir, voire même une impasse, parce qu'on va plus jamais nous prendre au sérieux. Honnêtement, on n'avait pas de... Comme aujourd'hui, tu vois, les gens, quand ils sortent des morceaux, ils ont une structure, ils ont un planning, ils ont comment on va attaquer, comment on va... Nous, rien. Tout s'est fait par hasard quelque part. Le citron a bien été pressé, parce que les singles, vous les avez enchaînés quand même. Exactement. On va s'en écouter un petit d'ailleurs. On va s'écouter I Need Love français. Exactement. Dis-moi, bébé, pourquoi tu es aussi cruel quand tu sais que l'amour parfois peut être mortel? Dis-moi, pourquoi tu réagis comme ça? Ne joue pas avec mon cœur, je ne le supporterai pas. Tu me dis que je suis bon, que je suis gentil, que mes airs, que mes manières te plaisent aussi. Mais au lieu de rester près de moi et de m'aimer, tu me dis que t'en as marre et que tu veux t'en aller. Oui, traite-moi, bébé, de tous les noms que tu veux. Déchaîne-toi sur moi, si pour toi c'est ce qu'il y a de mieux. Mais ne me laisse pas tomber, je ne le supporterai pas. Oui, je suis celui qui t'aime et pas celui que... Là-dessus que t'as pécho ta première meuf. Non, c'est sur la buzz d'Alphonse Brown. Okay. Rigole pas, il y a beaucoup de gens qui sont tombés amoureux sur ce morceau. Ouais, morceau un peu, donc tu disais un peu LL Cool J, I Need Love. Exactement, inspiré totalement de I Need Love. See what I mean? I've changed, I'm no longer a playboy on the run. I need something that's stronger. Friendship, trust, honor, respect, admiration. This whole experience has been such a revelation. Personnellement, je préfère I Need Love, mais... Oui, bien sûr, I Need Love reste le classique. Et pour la petite histoire, sache que LL Cool J ne voulait pas faire I Need Love, parce que je suis devenu très très proche de DJ Bobcat, je ne sais pas si on en parlera tout à l'heure, qui est son DJ producteur avec Cut Creator. Et on a un peu la même histoire similaire. Et il m'expliquait que LL ne voulait pas faire I Need Love parce que c'est lui qui a produit I Need Love. Et qu'au final, il l'a poussé à faire I Need Love parce qu'il était tellement dans le rap underground, LL, qu'il ne voulait pas faire ce truc-là. Tu sais, dans la même histoire, Melly Mel, les Furious Five ne voulaient pas rapper The Message. Ah ouais, c'est Duke Boutique qui leur a ramené, et eux, ça les gonflait de faire du rap politique à l'époque. Ah ouais, carrément, quoi. Tu vois. Tu vois. Petit clin d'œil au début de ce morceau, petit clin d'œil à votre vraie crédibilité, puisque ça commence, on entend en fond, on entend Poison de Bell Biv DeVoe. Bell Biv DeVoe, voilà, exactement. Yeah, Spider-Man and freezing, full effect. You ready, Ron? I'm ready. You ready, Dave? I'm ready, Slick, are you? Oh yeah, take it down. Girl, I must warn you. I sense something strange in my mind. Yeah. Yo. Situation is serious. Let's cure it cause we're running out of time. Bell Biv DeVoe, qui sont le groupe qui nous inspire le plus au niveau vestimentaire. D'ailleurs, les salopettes, ça vient de Bell Biv DeVoe, tu vois. Donc, avec les graffitis, avec... bon, ils n'avaient pas les Bart Simpson, parce que nous, c'était le début des Bart Simpson. Les Simpsons, c'était le début des Jordan, c'était... Les années 90. Voilà, exactement, tu vois. Donc, et leur dérive. Et nous, on avait ce rêve américain en nous, donc on avait envie de l'exposer au monde entier, tu vois. Donc, si on pouvait le faire, en plus faire le clip à Los Angeles, je me souviens, c'était un rêve de fou, quoi. Donc, quand on a fait ce morceau, au départ, je le faisais sur la phase B d'un morceau de Bobcat, donc justement le DJ de LL Cool J,
qui a sorti son propre projet, qui a sorti son album, et il avait un slow aussi. Et donc, j'avais l'instru, et donc Benny rappelle là-dessus. Et puis, je lui ai dit, bah, écoute, on devrait en faire un vrai morceau, tu vois. Et donc, j'ai pris le funky drummer. Tout le monde reconnaît derrière quand même le funky drummer. Après, morceau de James Bond. Voilà. Un peu plus soul. On va peut-être dire que ce morceau-là est peut-être un peu plus proche de ce qu'on a envie de faire, de nos origines, qui nous représente un peu plus. Après, c'est un rap slow, c'est le premier rap slow en français. Les gens ont aimé, d'autres n'ont pas aimé, d'autres ont dit ça ressemble à NL Cool J, parce qu'il faut toujours une référence quelque part. Et encore une fois, quand tu dis oui, vous avez commencé à être un peu détesté par le milieu hip-hop. Il faut savoir, on est les premiers à arriver sur un terrain où il n'y a rien, il n'y a personne d'autre que nous. C'était une insulte presque du rap de Benny B, en fait, à une époque. Hein. Pas au début, mais après, quand on est parti dans cette mouvance de Club Dorothée et tout ça, qui était peut-être une erreur pour l'époque, je dis pas, qui aujourd'hui je ne regrette vraiment pas, parce que pour moi ça fait partie de notre histoire et c'est devenu culte à la limite, tu vois, à l'image d'une Dorothée ou on va rigoler, un Casimir, quoi. Tu vois, je veux dire, ça fait partie de notre enfance. Et je le vois beaucoup avec les gens d'aujourd'hui, on a marqué leur enfance, tu vois. On a vraiment marqué leur enfance, comme Dorothée a marqué leur enfance, tu vois. Donc, certains ont découvert le rap via nous et se sont dirigés après vers des publics ennemis, des NTM, des assassins, tu vois. Mais quelque part, il y en a des qui l'ont connu malgré tout via nous, tu vois. Donc quelque part, il n'y a rien à regretter, je pense. Je pense que, même si c'est un caillou pour certains, on a amené notre petite pierre à l'édifice, tu vois, d'une manière ou d'une autre, tu vois. Et sans aucune prétention. Et aujourd'hui, quand on écoute certaines choses, on ne peut plus dire qu'il reste grand-chose du hip-hop, tu vois, malheureusement. Il reste beaucoup de rap, dans tous les sens, du bon, du mauvais. Je ne vais pas critiquer ou juger qui que ce soit. Mais aujourd'hui, voilà, il y a une énorme plaine de jeux avec plein de styles de rap. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus ouvert. Voilà, c'est beaucoup plus ouvert, c'est beaucoup moins critique qu'à l'époque. Aujourd'hui, je vois des gars, ils font des freestyles en lisant leurs textes sur leur téléphone. À l'époque, tu faisais ça, mais je pense que la grosse différence aujourd'hui, c'est que le succès commercial, il est recherché, il n'est pas critiqué. Ouais, voilà. Il est recherché par tout le monde. Exactement. Donc, mais les temps ont changé, c'est normal. Les temps ont changé, la génération a changé. On ne peut plus dire qu'il reste vraiment encore beaucoup de valeurs de hip-hop, même si musicalement, il y a des choses qui sont hip-hop. Mais les vraies valeurs, le fondamental, ce qu'on a connu nous, tu vois, à l'époque... De toute façon, aujourd'hui, quand tu dis hip-hop, dans la tête, je pense, des gamins, c'est un truc old school, quoi. C'est un truc ancien. Ou alors, même quand tu dis hip-hop aujourd'hui, ils ne savent même pas qu'on parle d'un mouvement. Ils disent, ah ouais, le rap, ah ouais, le breakdance, ah, tu danses du hip-hop, ah, tu chantes du hip-hop, tu vois. Ils ne savent même pas que c'est un mouvement, ils ne savent même pas que c'est une façon de vivre, un état d'esprit, ils ne savent pas tout ça, tu vois. Et justement, pour en revenir un peu aussi aux autres disciplines dans lesquelles tu as perduré, parce que Benny B, bon, ça monte très haut, très vite, et après, ça redescend presque aussi vite. Hein, après 3 ans, Et l'après est difficile, en tout cas visiblement pour Benny, lui ça a été compliqué pour lui, parce qu'en même temps c'est lui qui était, parce que du coup c'était Dediqué présente Benny B, puis ça devient les Benny B. C'était Benny B featuring Dediqué, un peu à la Jazzy Jeff and the Fresh Prince, et c'est devenu les Benny B pour les gens, c'était plus facile. Perfect, on ne sait pas trop ce qui devient non plus. Le seul qui tire son épingle du jeu finalement c'est toi, parce que et tu retrouves une légitimité vraiment underground comme en tant que DJ. Et comment tu vis cet après Benny B par rapport à tes collègues? Écoute, déjà avec Benny, au fur et à mesure des années, à rester 3 ans à vivre ensemble pratiquement comme un couple, on finit par être en désaccord sur certaines choses, à ne plus s'entendre sur certaines choses. Donc on se sépare. Donc Parce que quand ça arrive, ça aussi, on ne prend pas le melon. Ouais, voilà. Le problème, c'est qu'on a tous un ego. On a tous un caractère, sauf Perfect qui est la gentillesse incarnée. Le gars qui... c'est un vrai gentil, tu vois. C'est celui qui n'a pas touché de royalty, quoi. On a été, je crois,
tous les trois, un peu vite fait, on a beaucoup perdu. Mais bon, ça, c'est pas grave. Ça fait partie du business, entre guillemets, de ce game. Donc, on n'a peut-être pas eu l'argent qu'on méritait. Mais comment justement ça se gère là, après Benny B? Justement, comment ça se gère? C'est très compliqué parce que moi, je reste dans le milieu, je vois toujours les gens, je vois toujours le milieu hip-hop. Donc, comme je n'ai jamais quitté ce milieu, malgré le succès, j'allais aux soirées, j'allais voir... il y avait certains avec qui il y avait des tensions, tu vois, les groupes underground de Bruxelles et tout ça, avec qui aujourd'hui, on est tellement devenus des frères, tu vois. C'est ça qui est drôle aussi et qui, au final, est touchant parce que tout le monde mûrit, tout le monde grandit, tout le monde construit sa famille, sa vie, voit les choses différemment, tu vois. Donc, et aujourd'hui, vraiment, on est en paix avec tout le monde, pratiquement. Et ça fait du bien, tu vois. Aujourd'hui, t'es même à Get Busy. Voilà, mais c'est ça qui est dingue. C'est ça qui est dingue. Mais là, je voudrais qu'on regarde justement une de tes performances au DMC. Ouais. Parce que justement, ça, c'est aussi ce qui t'a redonné tes lettres de noblesse. Ouais. Aussi. Après l'époque Benny B, donc, il y a un peu de prod, il y a un peu de trucs, il y a des choses qui marchent, des choses qui marchent moins. Chacun de son côté. Donc, et puis, je perds la voix pendant 3 ans. Je deviens totalement faune. Donc, je ne sais plus parler du tout, tu vois. Et je me dis, ben, je vais revenir aux platines et je me remets dans les compétitions. Et je me souviendrai toute ma vie, un énorme concours de DJ au Beurskober, qui est une grande salle en Belgique. Je suis... ça va être mon tour, donc c'est un battle, tu vois. Ça va être mon tour. Au moment où on dit mon nom, toute la salle, il y a peut-être 2000 personnes qui me huent. Toute la salle. Je ne suis pas déstabilisé, mais une seconde, parce que je sais que derrière, la technique est là, j'ai une confiance en moi à 1000%. Et après 15 secondes, toute la salle crie mon nom, genre on est ensemble, tu vois. Parce que, et là c'est vraiment le hip-hop qui a parlé, l'amour du hip-hop qui a parlé, parce qu'ils se sont dit, ok... Il est encore des nôtres. Il a fait ça, mais on peut rien dire, il est là, quoi, tu vois. Et puis j'ai commencé à refaire les championnats. J'ai gagné le championnat DMC, j'ai gagné le championnat Benelux, championnat de France, j'ai gagné de Vestax. Je suis parti au Japon faire le championnat du monde. Et ça me redonnait une crédibilité, tu vois, dans le milieu du DJing. Et puis je me suis dit, je commençais à faire des petites démos dans les discothèques et on m'a dit mais pourquoi tu laisses pas un peu tourner les disques ou tu joues les plaques et tout. Et c'est un pote, Pierre Casadi, qui m'avait booké au Luxembourg. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et je me suis dit, c'est pas mal de jouer quelques morceaux. Et je jouais de la FF, Funky Family, donc la rémission, enfin tous ces sons-là. Et je kiffais, je jouais avec les gens qui kiffaient, donc... je me dis, je vais préparer un set, quoi, tu vois, donc... et c'est comme ça que je me suis mis vraiment en tant que DJ pour animer des soirées, quoi. Parce qu'avant, j'étais plus un DJ technique, en fait, tu vois. Ne me demandez pas de mixer 2 titres, je ne savais pas, tu vois. Donc, j'étais plus en cut and go, en passe-passe, en tout ce que tu veux, mais le reste, je ne savais pas. Et donc voilà, et puis voilà, de là est née toute la collection des remixes, des mixtapes. Je suis revenu dans le milieu et je me suis refait un nom et une crédibilité. Et après, les gens, oui, mais tu sais, toi, on t'a toujours respecté parce qu'on te respectait pour le break, pour le DJing, mais Benny, non, je dis non, les gars, c'est pas juste parce qu'on était à 3, je faisais partie du truc. Donc, faut cautionner à un moment où on cautionne ou on cautionne pas, tu vois. Oui, mais toi, t'étais hip-hop, c'était pas hip-hop. Les gars, vous connaissez Benny, vous connaissez Perfect, leur mentalité hip-hop. On est tous partis dans
dans un délire, on l'a accepté, et moi-même, je suis le premier à l'accepter. Et aujourd'hui, ça a fait ce que je suis aujourd'hui. Si je devais peut-être passer par là pour revenir à mes premiers amours, tu vois, pour revenir, pour faire une émission de radio, qui est pour moi une continuité, entre guillemets, Parce que si on remet ça un peu à l'échelle belge, alors, ce que je disais à mon ami Franck, oui, Stéphane. Je trouve que toi, sur la Belgique, tu as un peu réussi à être à la fois un peu dynastie et un peu cut killer. Voilà, exactement. C'est-à-dire que tu as la légitimité du pionnier d'un dynastie qui a œuvré pour le mouvement belge, tout en ayant su gérer un business comme cut killer a su le faire aussi, en plus de ses qualités de DJ et des tiennes aussi, quoi, tu vois. Ce que peut-être Dynasty n'a pas su faire, quoi, tu vois. On n'a pas pu faire. Mais toi, tu as réussi un peu ce... Dynasty, il faut savoir une chose, c'est le papa de tous les DJ. Exactement. C'est le premier, il n'y a pas personne avant. On peut dire ce qu'on veut. Il n'a pas le succès et le respect qu'il mérite d'avoir, tu vois. Et ça, c'est une chose qu'il faut dire. Beaucoup de respect et d'amour pour Cut. On se connaît depuis longtemps. Je l'ai connu même avant qu'il soit DJ, quand il était dans l'original MC, qui venait nous voir sur scène. C'est vrai qu'il était dans l'original MC. Tu vois. Non, mais c'est vrai, s'il n'y a pas Dynasty, il n'y a pas Cut Killer. Voilà, j'ai connu tout le monde, je les ai vus tous grandir, tu vois. Je les ai vus tous briller, j'en ai vu d'autres redescendre, d'autres rester, et tant mieux, tu vois. Je veux dire, donc, pour moi, il n'y a pas de... Et quand je faisais la comparaison avec Dynasty et Cut Killer, si on veut faire un parallèle un peu avec l'Angleterre, c'est un peu un team Westwood aussi, quelque part. Exactement, ouais. Ou alors tu pourrais dire même un Master Flex aux États-Unis, tu vois. Cut Killer, ce qu'il a compris, et je pense aussi avec ses frères, c'était de structurer tout ça, tu vois. Et il l'a très bien compris avec les mixtapes, avec le merchandising. Mais toi, tu as réussi à ça. Tu as réussi à avoir des deals de sponsoring importants, avec même des marques de voitures, des choses comme ça. Tout à fait. Tu as su gérer ça. Tout à fait. Mais si tu veux, j'ai jamais fait d'études de marketing. Aujourd'hui, avec les réseaux, c'est beaucoup plus facile de se vendre et de vendre de l'escroquerie et du rêve. Donc, j'ai toujours été un peu escroc, donc ça me convient pas trop mal. Mais je veux dire par là que oui, quand Cut a structuré tout, ça a inspiré, voilà, moi, de toute façon, en Belgique, à partir du moment où je m'étais fait une crédibilité, j'étais de nouveau prêt à reconquérir le monde, à faire ce qu'il fallait, et donc j'ai fait toute une série de mixtapes, qui à l'époque, il fallait faire des mixtapes. Pour la petite histoire, j'avais un distributeur français, Kamal, j'ai fait une dédicace. Pour la petite histoire, quand il allait les distribuer... j'ai oublié le nom, là où Snake travaillait, soit. Il fallait des pochettes avec des meufs, des voitures, du bling-bling. Et quand ils ont vu dédiquer, ah ouais, mais non, c'est Benny B, non, on veut pas de sa mixtape, tu vois. Il a dit, écoute là, on t'en laisse une centaine, et si ça part, tu vois. On ne prend rien dessus, c'est pour toi, tu vois. Et il a écouté, et c'est vrai que les mixtapes, je les avais vraiment travaillés d'une manière différente. C'était en cut and go, que des remixes, vraiment un peu à la Chill Will aux États-Unis, tu vois. Et c'était vraiment quelque chose qui n'existait pas à ce moment-là, tu vois. Et les mixtapes ont cartonné. C'était carton. Du coup, il appelle loin, il en faut encore d'autres. Et on a lancé le concept des couleurs, tu vois. Donc, c'était un petit bonhomme, un petit peu à la Rocksteady Crew, un petit b-boy. Et à chaque fois, à chaque volume, au lieu de mettre des meufs avec des gros seins, ma seule mixtape sortait du lot parce que c'était la seule où tu voyais un petit bonhomme old school en chaque couleur, bleu, orange, vert, et tout le monde voulait la collection. Et ce qui a le plus marché pour moi et qui m'a fait vraiment connaître internationalement, c'est les remixes que je mettais dessus. Tout le monde me disait, oh, les remixes, t'as fait un remix de Michael Jackson avec Cisco, Tong Song et Billie Jean. Il me dit, oh, tu devrais le sortir en vinyle, tu vois. Et je trouvais l'idée intéressante et j'ai commencé à prendre tous mes meilleurs remixes et en faire une série de vinyles. On a sorti 15 vinyles, à chaque fois avec 4 mix par face. Et pour la petite histoire, je voulais vraiment prendre un son à l'ancienne, genre un vieux Kool and the Gang, et le dernier Usher, si ça colle ensemble, tu vois. Je voulais vraiment amener ce côté old school, ce côté funky, soul, hip-hop, et le mettre avec un son actuel,
comme un Yeah de Usher avec Ludacris. Et pourquoi je voulais faire ça? Parce qu'un jour, je suis dans une soirée et je joue Billie Jean de Michael Jackson. Et ça vide la piste, littéralement, tu vois. Ça vide la piste, littéralement. Je suis offusqué, je suis énervé d'une force, parce que je me dis, mais putain, cette génération, ils connaissent rien musicalement. Et je te parle de ça il y a quand même longtemps, hein, tu vois. Et juste derrière, je mets Tang Song, qui est le hit numéro 1 du moment. Cisco, Tang Song, tout le monde connaît, enfin, soit. Et ça m'a tellement énervé, je me dis, je vais faire un remix des deux. Et j'ai mélangé les deux. Et la soirée suivante, quand j'avais pressé le vinyle, je joue le remix et ça garde tout le monde sur la piste. Donc tu as en même temps Billie Jean, Cisco, ça touche les anciens, ça touche la nouvelle génération qui reconnaît Cisco. Et c'est comme ça que je suis parti sur toute une série de remix en rendant hommage à toute une génération musicale qui vient de notre histoire. Le funk, la soul, le hip-hop, et en le mélangeant avec les sons d'aujourd'hui, enfin, qui étaient les sons du moment, quoi, tu vois. Et ça m'a fait une notoriété internationale bien plus que les championnats d'IMC. Et j'ai commencé à être booké partout dans le monde grâce à ces remixes. Tu n'as jamais pensé à faire un remix avec Benny B et NTM? Non, mais par contre, j'ai fait un remix avec Benny B et Sugar Hill Gang. Et ça passe. Je te jure que ça passe. On aurait dû le sortir à l'époque. On se serait peut-être moins fait critiquer que maintenant. Mais bon, peut-être l'histoire ne serait peut-être pas aussi bien finie que maintenant, tu vois. Si tu creuses l'histoire, par les pionniers, Sugar Hill Gang est super décrié aussi, parce que c'est un groupe un peu imposteur. Ah, tout à fait, c'est imposteur. Ils ont volé le rap de Grandmaster Caz, tu vois. C'est un jour, ils ont entendu le mix. C'est surtout Sylvia Robinson qui a pris, quoi. Ouais, mais bon, c'est une autre histoire. Le hip-hop, c'est de l'escroquerie, en fait. Ça sera le mot de la fin. Avant de se quitter, on va parler de 2-3 petits trucs. Le rap, les coups de Thomas Morfin. Alors, les coups, comprendre les punchlines, les phases, les flows, etc. C'est une déclaration. C'était un truc MeToo, moi. C'est une déclaration d'amour au rap qu'il aime. Alors, il y a plein de name dropping, il y a pourquoi il aime tel ou tel groupe, avec ses frères, etc. Ça raconte un peu sa vie par le rap. Il y a un côté un peu schtroumpf quand même, parce que le mot les coups, ça donne. Il s'est répété je ne sais pas combien de fois. Au bout d'un moment, on a l'impression que Gargamel va sortir. Ça t'intéresse? Ouais. Et ben voilà, c'est cadeau. Moi, je voulais le livre de Cher aussi. Napoléon Da Legend, l'homme qui ne s'arrête jamais. On en a parlé il n'y a pas très longtemps, on en reparle aujourd'hui. Il ressort un nouvel album qui s'appelle Versatilus Prolificus. Voilà, après Modus Operandi, il est très très dans le latin. Alors, ce qui est intéressant avec Napoléon Da Legend, c'est que là, comme il avait fait avec Modus Operandi en donnant les clés à Just Music Beats, cette fois-ci, c'est Giver Eichmann qui lui fait toutes les prods. Donc ça donne vraiment une ambiance cohérente. C'est toujours très sombre un petit peu avec Napoléon Da Legend. Et puis gros sortie, Kiyo Itachi, donc on a déjà parlé plusieurs fois, beatmaker très productif, qui doit être à, maintenant je pense qu'il a dépassé les 80 albums. Solide, c'est son projet de rap français qui relie tout un tas de générations. Alors on a Jean Jass, Roca, Danny Dan, Ifi, Roméo Elvis, Weedy, Cherio, Nasme, Nick Fury, etc. Voilà, c'est un projet 100% rap français. Je ne sais pas s'il est en vente à la Tour Playel parce que c'est là qu'il pose. Il y a aussi Alpha One. Il y a aussi Alpha One, il y a aussi les X-Men. X-Men et Match Traffic, c'était le morceau Mensonge et Make-up qui avait beaucoup tourné. Roca. Cherio. Et il y a un beat, le beat qu'a choisi Nasme, je ne sais pas s'ils ont eu le droit de les choisir chacun, mais Nasme a été très inspiré. Voilà, c'est solide, c'est l'album de Kiyo Itachi. Et ben voilà, c'était Get Busy saison 4, épisode 11, l'épisode David Ginola, avec l'inventeur de la VHS auto-reverse aussi, on n'en parle pas assez souvent, cher. Je suis jamais reconnu à ma juste valeur. C'est vrai. Et puis Daddy Kay, qui est venu spécialement de Belgique pour nous. Et qu'on était content d'avoir avec nous aujourd'hui. Exactement. De défaite en défaite à la victoire, c'était Get Busy. Jusqu'à la victoire, pardon. C'était Get Busy, on se retrouve bientôt.